Je n'oublierai jamais ce soir-là. J'étais sur le point de monter en voiture pour aller dîner chez ma fille. Quand mon avocat m'a envoyé un message, c'est un piège. Ce qu'il m'a montré ensuite a fait voler en éclats tout ce que je croyais savoir sur ma vie. Le sang battait à mes tempes tandis que je fixais l'écran de mon téléphone. Les mots flottaient. Irréels. Comme une sentence. Un piège. Chez ma propre fille. Celle que j'avais élevée seule après la mort de sa mère. Celle pour qui j'aurais donné ma vie sans hésiter. Comment en étions-nous arrivés là? Je m'appelle Antoine Duval. J'ai 58 ans. Et pendant 35 ans, j'ai été un homme ordinaire, comptable dans une entreprise de BTP à Saint-Denis. Mari fidèle jusqu'au jour où Claire est partie dans cet accident stupide sur l'autoroute A1. Depuis, il n'y avait plus qu'Émilie. Ma petite Émilie. Devenue grande. Avocate brillante dans un cabinet du 8e arrondissement. Mariée à Lucas. Ce jeune loup de la finance que j'avais accueilli comme un fils. Ce soir-là, elle m'avait invité à dîner pour fêter une grande nouvelle. Elle avait insisté. Presque trop. J'avais trouvé cela touchant. J'avais même acheté une bouteille de Château Margaux 2005. Son millésime préféré. Mais le message de Maître Bertrand changeait tout. Je l'ai appelé immédiatement. Antoine. Écoutez-moi bien. M'a-t-il dit d'une voix blanche. J'ai reçu un dossier anonyme il y a 1 heure. Des photos. Des enregistrements. Votre gendre. Lucas. Il prépare quelque chose contre vous. Avec Émilie. Le monde a vacillé. Comment ça? Avec Émilie? Un silence lourd. Elle signe des procurations. Elle accuse. Elle accuse vous d'abus sur elle quand elle était enfant. Le téléphone a failli me glisser des mains. Abus. Sur ma fille. Le mot était si monstrueux qu'il en devenait absurde. J'ai éclaté d'un rire nerveux qui s'est transformé en haut le cœur. C'est impossible. Émilie sait que c'est faux. Justement. A murmuré Bertrand. C'est pour cela que c'est un piège. Ils veulent vous faire condamner pour détournement de fonds dans l'entreprise familiale que vous avez cédée à Lucas il y a 5 ans. Les faux en écriture sont déjà prêts. Mais pour que cela tienne, ils ont besoin de vous discréditer totalement. L'accusation d'abus sur mineur. Personne ne vous croira plus après ça. Je me suis assis sur le trottoir. Devant mon immeuble de Montmartre. La pluie fine de décembre mouillait mes cheveux gris. J'ai revécu en un éclair tous les moments où j'avais tout sacrifié pour elle, les nuits blanches quand elle avait de la fièvre. Les économies pour ses études à Assas. Le jour où je lui avais signé la maison de campagne en Bretagne parce que, papa, tu travailles trop. Profite de ta retraite. Et maintenant, elle me poignardait dans le dos. Pour de l'argent? Non. Bertrand m'a expliqué le reste. Lucas était ruiné. Ses investissements crypto avaient explosé. Il devait des millions à des gens peu recommandés. La seule solution, mettre la main sur mon assurance vie et sur la vente de l'entreprise que j'avais stupidement placée au nom d'Émilie pour éviter les droits de succession. Ils avaient besoin que je sois en prison. Ou mort. Le dîner était le piège final, m'empoisonner lentement avec un produit indétectable. Simuler un infarctus. Un vieux comptable stressé. Cœur fragile. Ça arrive tous les jours. J'ai raccroché. Le froid parisien me transperçait. Pour la première fois de ma vie, j'ai senti une haine pure. Viscérale. Monter en moi comme une marée noire. Ma propre fille. Je n'ai pas pleuré. Pas encore. J'ai rangé la bouteille de Margaux dans le coffre de la voiture. Et au lieu de démarrer vers Neuilly où ils habitaient, j'ai pris la direction opposée. Vers le cabinet de Bertrand. Dans le 16e. Il m'attendait. Les stores baissés. Sur son bureau. L'épreuve. Photo volée de moi embrassant Émilie sur le front quand elle avait 12 ans. Retouchée pour paraître équivoque. Des faux témoignages signés. Un enregistrement monté où ma voix disait des horreurs que je n'avais jamais prononcées. Il dépose plainte demain matin. A-t-il dit. Vous avez 12 heures pour disparaître ou pour contre-attaquer. Contre-attaquer. Le mot a résonné en moi comme un gong. Jusqu'à ce soir. J'avais été un père faible. Trop indulgent. J'avais fermé les yeux quand Lucas buvait trop. Quand il parlait mal à Émilie. Quand elle changeait. Devenait dure. Ambitieuse. Méprisante. Je n'étais plus ce père-là. Aidez-moi. Ai-je murmuré. Je veux qu'il paie. Bertrand m'a regardé longuement. Vous êtes sûr? Ce que vous demandez. Il n'y aura pas de retour en arrière. J'ai hoché la tête. Dehors. Les lumières de Noël clignotaient sur les Champs-Élysées. Paris brillait. Indifférente à ma chute. Mais dans mon cœur.
Quelque chose de froid et dur venait de naître. La vengeance. Les heures suivantes furent un tourbillon. Bertrand m'emmena dans un petit appartement save du Marais qu'il gardait pour les clients en fuite. Là, nous avons épluché chaque document. Chaque mensonge. Ce qui me brisa le plus ne fut pas l'accusation d'abus, elle était si grotesque qu'elle en devenait presque comique, mais la signature d'Émilie au bas de chaque page. Sa belle écriture penchée. Celle que je lui avais appris à tracer quand elle avait 6 ans. Elle avait tout lu. Tout approuvé. Pourquoi ? Demandai-je sans cesse. Bertrand finit par trouver la réponse dans les mailles interceptées. Lucas la manipulait depuis 3 ans. Il l'avait isolée. Lui avait fait croire que j'étais un obstacle. Un vieux radin qui gardait l'argent pour lui. Il avait même inventé une maîtresse que j'aurais eue après la mort de Claire. Émilie. Ma brillante Émilie. Avait tout gobé. Ou peut-être pas tout. Peut-être qu'une part d'elle savait. Et choisissait l'argent et le luxe plutôt que son père. Cette pensée fut la plus douloureuse. Vers 3 heures du matin, Bertrand posa sur la table un dossier épais. Si vous voulez vraiment contre-attaquer, voici ce que j'ai sur Lucas. C'était une bombe. Des années plus tôt, quand Lucas était encore trader chez Société Générale, il avait participé à une fraude massive sur des obligations grecques. Rien n'avait été prouvé à l'époque. Mais Bertrand avait gardé des traces. Mais, transferts offshore, nom de complice. Et surtout, une vidéo. Lucas, filmé à son insu dans un bar de Genève, avouant tout à un collègue en échange d'une part du gâteau. Si cette vidéo sortait, Lucas irait en prison pour 15 ans minimum. Mais il y a un risque. Prévint Bertrand. La vidéo vient d'une source. Disons grise. Si on la diffuse, vous pourriez être accusé de chantage. Je souris pour la première fois depuis des heures. Tant mieux. Qu'il sache ce que ça fait d'être accusé à tort. Nous avons passé le reste de la nuit à élaborer le plan. Étape 1, je disparaissais totalement. Pas de téléphone. Pas de carte bancaire. Bertrand me donna du cash et une vieille 308 banalisée. Étape 2, je recueillais des preuves supplémentaires sur le projet d'empoisonnement. Il avait déjà engagé un détective qui avait posé des micros dans leur appartement de Neuilly. Étape 3, le jour où il déposerait plainte contre moi. Je diffuserai la vidéo de Lucas de manière anonyme à la presse. À la police financière. À ses créanciers russes. Il s'effondrerait en même temps que moi. Ou avant moi. Au petit matin. Je quittais Paris direction la Bretagne. La maison de campagne qu'Émilie m'avait conseillé de lui céder était vide en cette saison. J'y avais encore une clé. La route fut longue. Sous une pluie battante. Je repensais à tous les Noëls passés là-bas avec elle. Les huîtres. Les crêpes. Les promenades sur la plage de Saint-Malo en hiver. Tout cela était mort. Quand j'arrivai, la maison sentait le renfermer. J'ouvris les volets. La mer grise cognait contre les rochers. Je m'installai dans le bureau, branchai l'ordinateur sécurisé que Bertrand m'avait fourni, et commençai à écrire. Pas des lettres d'adieu. Des lettres d'explication. À la presse. À mes anciens collègues. À la famille éloignée. Je racontais tout, la trahison. Le complot. Les preuves. Je joignais des extraits. Je programmai l'envoi pour le jour J. Ensuite, j'attendis. 3 jours plus tard, Bertrand m'appela sur la ligne cryptée. Ils ont déposé plainte ce matin. Accusation d'attentat à la pudeur sur mineur. La presse people s'en donne à cœur joie. Je sentis une rage froide m'envahir. Diffusez la vidéo. Vous êtes sûr ? Une fois fait. Faites-le. 2 heures plus tard. Le monde explosait. BFM en boucle, scandale chez les traders, vidéo choc d'un gendre de notable impliqué dans une fraude massive. Les réseaux s'enflammaient. Et surtout, les créanciers de Lucas débarquaient. Je suivais tout depuis mon refuge breton. Devant la cheminée. Le soir même, Émilie m'appela d'un numéro inconnu. Elle pleurait. Papa. C'est toi qui as fait ça ? Sa voix tremblait. Je restai silencieux un long moment. Tu m'as accusé d'abus. Émilie. C'était Lucas. Il m'a forcé. Il disait que sinon il se suiciderait. Mensonge ou vérité ? Je ne savais plus. Tu as signé chaque page. Silence. Papa. J'ai peur. Ils vont nous tuer. Les Russes. Pour la première fois, j'entendis la terreur dans sa voix. La vraie. Une part de moi voulut raccrocher. L'autre. Tu aurais dû penser à ça avant de vouloir tuer ton père. Jacopai. Dehors.
La tempête faisait rage. Les jours suivants furent un chaos médiatique. Lucas fut arrêté à Roissy alors qu'il tentait de fuir vers Dubaï. Les images de lui menotté, costume froissé, firent la une. Émilie, elle, disparut des radars. Les journalistes la cherchaient partout. Moi, je restais terré en Bretagne, écoutant la mer et les nouvelles. Bertrand m'appelait tous les soirs. La plainte contre vous tient toujours. Mais elle vacille. Les enquêteurs commencent à douter. Surtout depuis que le toxicologue a analysé la bouteille de vin que vous deviez apporter, digitaline en dose mortelle. Ils avaient prévu de verser le poison dans mon verre pendant le dîner. Preuve irréfutable de tentative d'assassinat. L'opinion publique basculait. Des forums entiers débattaient, le père victime ou manipulateur. La fille abusée ou complice. Je lisais tout. Impassible. Une nuit, on frappa à la porte. Je pris le revolver que j'avais acheté au marché noir à Saint-Brieuc. C'était Émilie. Tremblée. Les cheveux mouillés. Valise à la main. Papa. Laisse-moi entrer. Je la fis passer. Arme à la ceinture. Elle s'effondra dans le canapé. Lucas est en prison. Ils ont saisi tout. L'appartement. Les comptes. Je n'ai plus rien. Ses yeux étaient rougis. Et tu viens chez moi, après tout ça? Elle leva la tête. Je n'ai nulle part où aller. Et je voulais te dire la vérité. La vérité. Elle parla pendant des heures. Comment Lucas l'avait lentement isolée. Comment il lui avait fait croire que j'étais malade mentalement. Que je cachais de l'argent sale. Comment il avait menacé de la quitter. De la ruiner. Si elle n'obéissait pas. Mais surtout, comment elle avait commencé à y croire. Un peu. Par fatigue. Par cupidité. Par peur. J'ai signé les papiers sans tout lire. Quand j'ai compris pour le poison. C'était trop tard. Elle pleurait. Tu me crois? Je la regardai longuement. Non. Le mot tomba comme une lame. Elle tressaillit. Papa. Tu as laissé faire. Tu as choisi le confort plutôt que ton père. Elle se leva. Tremblante. Alors tu vas me livrer à la police. Je secouai la tête. Non. Je vais faire pire. Je vais te laisser vivre avec ça. Elle partit au petit matin. Sans un mot. Je restai seul avec mes fantômes. Mais le plan n'était pas terminé. Car il y avait encore un secret. Un secret que personne ne connaissait. Un secret qui allait tout faire basculer. 998 mots. File 4 of 6. Le secret datait de 25 ans. Quand Claire était encore vivante. Nous étions heureux. Ou du moins je le croyais. Un soir d'été 1998. J'étais rentré plus tôt du bureau. J'avais trouvé Claire au lit avec mon associé. Philippe Moreau. La scène m'avait anéanti. Mais au lieu de tout casser, j'avais choisi le silence. Pour Émilie. Alors âgée de 3 ans. Pour sauver les apparences. Philippe avait promis de partir. Claire avait juré que c'était fini. Mais quelques mois plus tard, Claire était morte dans cet accident. Seule au volant. Sauf que j'avais découvert, des années après, que Philippe avait payé les réparations de la voiture juste avant. Et que les freins avaient lâché. Je n'avais jamais rien dit. Jusqu'à aujourd'hui. Car Philippe Moreau n'était autre que le père de Lucas. Le beau-père d'Émilie était le fils adultérin de l'amant de ma femme. Et Lucas le savait. C'était pour cela qu'il me haïssait viscéralement. Pas seulement pour l'argent. Pour l'histoire familiale empoisonnée. Quand Bertrand découvrit ce lien, il fut sidéré. Vous voulez dire que Lucas se vengeait d'un adultère vieux de 30 ans? Exactement. Le puzzle se complétait. Lucas avait épousé Émilie pour se rapprocher de moi. Pour détruire ce que son père n'avait pas pu. Un cycle de vengeance transgénérationnelle. Je décidai d'y mettre fin. De la manière la plus définitive. Je pris contact avec Philippe Moreau, retraité riche à Saint-Tropez. Je lui envoyai la preuve de la fraude de son fils. Et une lettre. Votre fils a voulu me tuer pour venger un adultère que vous avez commis avec ma femme. Dites-lui la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Philippe rappela en panique. Il avoua tout à Lucas en prison. La visite fut filmée par un gardien corrompu. Lucas s'effondra. Il comprit que sa vengeance était fondée sur un mensonge. Je n'avais jamais su pour l'accident. Claire était morte naturellement. Sa haine n'avait plus de raison d'être. Il demanda à me voir.
Je refusai d'abord. Puis j'acceptai. Dans le parloir de la santé. Il était méconnaissable. Amaigri. Yeux creux. Je vous ai haï pour rien. Murmura-t-il. Je ne répondis pas. Émilie. Comment va-t-elle? Mal. Il baissa la tête. Dites-lui que je retire tout. Que je plaide coupable pour la tentative de meurtre. Je le regardai longuement. Trop tard. Je sortis. Dehors. Paris brillait sous un rare soleil d'hiver. La plainte contre moi fut classée sans suite. Je repris ma vie. Mais quelque chose en moi était mort. Les mois passèrent. Émilie réapparut au printemps. Elle avait trouvé un petit appartement à Montparnasse. Travaillait comme assistante juridique. Elle m'écrivit une lettre manuscrite. Papa, je ne te demande pas de pardonner. Je sais que je ne le mérite pas. Mais je veux que tu saches que je vis avec le poids de ce que j'ai fait. Tous les jours. Je ne répondis pas. Un soir, elle vint frapper à ma porte de Montmartre. Je la fis entrer. Nous bûmes un thé en silence. J'attends un enfant, dit-elle enfin. Je levai les yeux. De Lucas. Elle secoua la tête. Non. D'un collègue. Il est gentil. Il ne sait rien de tout ça. Elle posa une main sur son ventre à peine rond. Je veux que cet enfant naisse dans un monde sans mensonges. Je la regardai. Pour la première fois, je vis clair en elle. La même fragilité. Et si je te disais que ta mère n'est pas morte accidentellement? Elle pâlit. Je lui racontai tout. L'adultère. Les freins. Le doute éternel. Elle pleura. Tu crois que Philippe? Je ne sais pas. Je ne saurai jamais. Nous restâmes silencieux. Je comprends maintenant pourquoi Lucas était si obsédé par toi. Je hochai la tête. Le passé empoisonne tout si on le laisse faire. Elle prit ma main. On peut recommencer, pas comme avant. Mais autrement, je retirai ma main doucement. Je ne sais pas. Émilie. Elle partit. Je restai seul avec mes ombres. Mais quelque chose avait bougé. L'été arriva. Je reçus une invitation. Émilie accouchait. Elle voulait que je sois là. J'hésitai longtemps. Puis j'y allai. Dans la salle d'attente de la maternité Saint-Vincent-de-Paul. Je repensai à sa naissance. Claire vivante. Radieuse. Quand l'infirmière m'appela. Je tremblais. Émilie était épuisée. Mais souriante. Dans ses bras. Une petite fille. Elle s'appelle Claire. Murmura-t-elle. Je pris le bébé. Elle était chaude. Fragile. Parfaite. Émilie me regarda. Je ne te demande rien. Papa. Juste. D'être là. De temps en temps. Pour elle. Je regardais ma petite fille. Ses yeux gris. Comme ceux de Claire. Comme les miens. Je compris soudain. La vengeance ne guérit rien. Elle ne fait que transmettre la douleur. Lucas était en prison. Philippe était mort d'une crise cardiaque en apprenant tout. Émilie portait seule son fardeau. Et moi? Moi, je pouvais choisir. Je berçai le bébé. Je serai là. Dis-je enfin. Pour elle. Et peut-être. Pour toi. Émilie pleura. Je pleurais aussi. Dehors. Paris scintillait sous le soleil de juillet. La vie continuait. Blessée. Mais vivante. Et parfois, c'est déjà une victoire.